d'après ce que j'ai pu savoir, les dispositions qui sont retenues par la loi satisfont à la fois le souci d'éviter une trop grosse diffusion d'antibiotiques et même visant à réduire et à contrôler la prescription d'antibiotiques par les vétérinaires, mais on n'a pas séparé la prescription de la délivrance. D'accord. Ce qui fait qu'un vétérinaire en urgence quelque part, il peut avoir ses antibiotiques dans la sacoche, faire l'ordonnance, les délivrer. Et bon, de ce point de vue-là, j'allais dire que la différence nécessaire entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, dans ce qu'elle a de rural, a été faite. Et sur la délivrance des antibiotiques, on a préservé le caractère opérationnel de la médecine vétérinaire d'élevage, tout en renforçant le contrôle et la lutte contre l'antibiorésistance. Je dirais qu'on a trouvé, en tout cas d'après les vétérinaires, un point d'équilibre correct. Jusqu'à présent, quand on parlait pesticides, on avait les gentils consommateurs qu'il fallait absolument protéger contre les atroces pesticides employés par des agriculteurs inconscients. Grosso modo, on opposait les producteurs aux consommateurs sur le thème de la qualité. Là, ce qui est ressorti, c'est que les premiers exposés au danger de la santé humaine des pesticides, c'est les agriculteurs et les salariés de l'agriculture. Donc du coup, on n'a plus à opposer l'agriculteur aux consommateurs. Ouais. Les deux ont intérêt à être précautionneux, à faire attention, à doser, à raisonner l'emploi, à éviter quand c'est possible, etc., etc. Donc ça aussi, cette surveillance, si vous voulez, ben, à mon avis, elle va se mettre en œuvre parce que tout le monde y a intérêt. Alors, il y a autre chose qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est les baux environnementaux. Ouais. C'est au moment de la conclusion des baux qu'on peut introduire ces clauses, et comme toute clause d'un contrat, ça relève d'abord du contrat. C'est-à-dire que si un agriculteur ne veut pas prendre la parcelle en question parce que le propriétaire veut des clauses comme ci, comme ça, il n'est pas obligé. Là où le débat n'est pas clos, et où moi j'ai un avis, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, dans un décret, vous avez une liste de clauses qui peuvent être introduites dans les baux, dans les zones protégées. On peut demander ci, ça, etc. Je pense que c'est bien d'avoir une carte, comme au restaurant, dans laquelle on peut choisir. Mais je pense que cette carte devrait être notablement restreinte, quand on n'est plus dans les zones protégées. Je pense que, si vous voulez, quand on parle concrètement à des agriculteurs, en leur disant « mais est-ce que ça vous dérangerait vraiment que votre propriétaire bailleur explique que ben non, faut laisser le bosquet, les arbres d'alignement le long du chemin, machin », en fait ça ne les gêne pas. Ce qui les angoisse, c'est tout d'un coup quelqu'un qui dit « vous ne pourrez cultiver chez moi que sous cette façon-là, ou que ces espèces-là, ou vous n'aurez pas le droit de faire ci, ou vous n'aurez pas le droit de mettre du maïs, ou je ne veux pas... » Bon. L'idée de dire que des clauses environnementales sont légitimes dans de nouveaux baux ruraux n'est pas une mauvaise idée, à condition que le catalogue de ce qui est possible soit raisonnable. Non. Il ne s'agit pas que le propriétaire détermine la manière dont sera exploitée la terre dans le détail. Mais il y a des aspects patrimoniaux dont on peut penser que le propriétaire a intérêt à les conserver. Moi, je pense qu'on a un texte qui, oui, est un texte d'avenir, et son titre 4 sur l'enseignement, la formation et la recherche et le développement sont pour moi majeurs. Si pour notre pays, l'agriculture est une force, ben, il faut qu'on donne à cette force des outils stratégiques pour garder notre place. Et ça s'appelle la recherche, la formation. Et la jeunesse, l'installation. Alors, cet institut n'est pas un carcan se substituant à toutes les écoles supérieures de France et de Navarre, en agronomie, en médecine vétérinaire et en foresterie. C'est simplement l'idée que, puisque nous avons beaucoup de matières grises, il serait bon
qu'ensemble, il y ait un lieu pour déterminer des axes, répartir un peu les efforts et coordonner les résultats. Il faut y croire à l'IAV2F. Il faut y croire comme un outil intéressant et non pas s'en méfier comme une espèce de superstructure. Cet univers est structuré, fortement. Les chambres, les instituts, les directions, les écoles... C'est ce qui a fait sa force à un moment donné, peut-être oui. Aujourd'hui c'est peut-être sa faiblesse. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, il ne faut pas que la structure l'emporte sur l'objectif. Donc, il n'y a pas encore mort d'homme, on n'est pas encore dans la sclérose, et bien justement, on ouvre un peu les portes et les fenêtres et on va éviter cet écueil. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la reconnaissance des services rendus par la forêt à l'environnement, en termes de climat, gaz à effet de serre, en termes de protection des eaux, en termes de protection des sols, et l'idée que ces services rendus pourraient donner lieu à des financements du fonds stratégique destiné à relancer l'activité forestière. On a un chiffre d'affaires de la filière bois-forêt qui est autour de 40-50 milliards d'euros par an. Si on avait un fonds stratégique de la forêt et du bois de 100 millions par an pendant 10 ans, on serait... Et là, on est un petit peu faible. On a aussi un certain nombre de mesures visant à dynamiser la petite propriété morcelée. Donc, par exemple, quelques petites simplifications de la procédure des biens vacants et sans maître. Il y a quelques mesures aussi, quelques perspectives données aux collectivités locales à travers le droit de préférence pour devenir, pour les petites parcelles en dessous de 4 hectares, devenir des opérateurs fonciers permettant les regroupements, etc. Il y a un droit de préemption qui est instauré, mais là, pour les parcelles mitoyennes de la forêt communale. L'autre idée forte, c'est que la forêt, elle est multifonctionnelle partout. C'est-à-dire production de bois, production d'aménités environnementales et production d'aménités sociales partout. Mais pas au même niveau partout. Il y a des endroits où c'est plus l'environnement, il y a des endroits où c'est plus le social, il y a des endroits où c'est plus le bois, mais ça existe partout. Et pour que les citoyens sentent bien ce qu'il en est de cette politique forestière qui s'étale sur des années, on a un plan national forêt-bois tous les 10 ans, avec débat public, j'y tiens parce que c'était mon idée à moi, d'introduire l'idée de débat public au sens de la Convention d'Aarhus et de la nouvelle Constitution française, et ensuite une déclinaison régionale dans l'année qui suit, de telle sorte que la société s'approprie les orientations forestières et que tout le monde comprenne mieux que la forêt, elle a 3 métiers. Un métier de production de bois, un métier de protection de l'environnement et un métier de fourniture de loisirs, mais que ces 3 métiers doivent être respectés.